Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Ève Musard, éducatrice et praticienne en Ayurveda. Avec Marie-Ève, nous allons discuter des avantages et des bénéfices qu'il y aurait à faire entrer l'Ayurveda dans les secteurs du social et du médico-social. Bonne écoute. Bonjour Marie-Ève, bienvenue. Bonjour Nathalie et Lorraine. Merci. Bonjour Marie-Ève. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va discuter, donc, comme disait Lorraine en intro, du lien entre l'Ayurveda et le travail social. Et pour te présenter un petit peu, donc toi, tu es éducatrice au départ et puis aussi praticienne en Ayurveda. Tu habites à Saint-Cana, dans les Bouches-du-Rhône. Et tu as fondé le site pivoine-mieuxvivre.fr. Et tu accompagnes aussi, tu accompagnes les particuliers avec l'Ayurveda, mais tu proposes aussi de la formation à destination des travailleurs sociaux. Tu nous en parleras un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours au travers ton métier d'éducatrice et puis de praticienne en Ayurveda? Oui, merci Nathalie. Alors moi, je suis éducatrice depuis l'âge de 22 ans, aussi loin que je me souvienne, quand j'étais à l'école déjà et petite. J'étais assez douée, j'adorais apprendre et j'étais assise au fond de la classe avec ce qu'on appelait autrefois les cancres, même si j'aime pas ce terme, et je leur expliquais les cours qu'ils n'avaient pas compris avec les professeurs. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps. Mais donc j'ai été diplômée éducatrice, j'ai travaillé dans des établissements médico-sociaux auprès de personnes avec des handicaps et en difficulté. Mais j'ai vite été rattrapée par mon envie d'aider qui n'était pas suffisamment nourrie en fait dans ces postes. Parce que malheureusement, on a des contraintes qui sont liées au personnel, au nombre de personnes qu'on accompagne. On peut pas toujours faire les accompagnements qu'on souhaiterait, malheureusement. Et c'est vrai que quand on a l'âme d'éducateur et qu'on a vraiment envie d'aider, ça peut, sur du long terme, être assez frustrant, on va dire. Donc, lorsque j'ai découvert, on va dire, le milieu des médecines douces, des médecines alternatives, j'ai commencé par expérimenter plein de choses, les plantes, l'acupuncture, pour moi personnellement, tout ça. J'ai vite compris qu'il y avait des perspectives qui s'ouvraient intéressantes en termes d'accompagnement et qui correspondaient plus à mes valeurs et à ce que j'avais envie de faire en fait dans ma vie, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me former en Ayurveda. D'abord pour moi, parce que j'avais des soucis de santé, un petit peu souvent quand on arrive en Ayurveda. Et puis ensuite, pour accompagner les autres d'une façon qui me correspondait mieux. Oui, mais c'est hyper intéressant ton parcours et d'ailleurs, c'est même toi qui nous as proposé le sujet de cet épisode, le lien entre travail social et Ayurveda. Donc, déjà, merci beaucoup pour nous avoir proposé ça parce que c'est toujours hyper intéressant pour nos auditeurs et puis aussi pour nous d'ouvrir un petit peu des perspectives comme ça, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensées. Et pour ramener un petit peu sur le contexte du travail social, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste vraiment ton rôle d'éducateur et donner un petit peu le contexte du travail social et médico-social? Oui, alors il faut savoir que dans le social, il y a énormément de branches différentes. Aujourd'hui, moi, dans ma pratique qui lie l'Ayurveda et l'éducation, on va dire, c'est tourné autour de l'accompagnement de personnes qui souffrent d'autisme, en fait. Donc, qui ont des troubles du spectre autistique. Donc, ça peut être à des niveaux différents. Ça peut être des personnes qui ont un métier, qui ont une vie, mais qui ont des difficultés au niveau corporel, au niveau des repères spatio-temporaux, au niveau de l'organisation du quotidien. Et ça peut aller jusqu'à de l'autisme qu'on appellerait plus sévère, entre guillemets, où la personne ne parle pas,
a des difficultés assez prononcées, que ce soit au niveau des gestes, au niveau du quotidien, et a vraiment besoin d'un accompagnement poussé en fait. Mmh. Voilà, c'est un spectre assez large en fait, hein. Ça dépend du développement de la personne, d'où elle est dans son parcours. Mais du coup, là, l'accompagnement éducatif, il va être de déceler quelles sont les difficultés et quels sont les accompagnements possibles à mettre en place pour pallier à ces difficultés, et surtout accompagner vers plus d'autonomie Mmh. la personne en fait. Oui, j'imagine que ça concerne la personne, mais aussi sa famille, son entourage? Oui, ben, la famille, bien sûr, c'est, en plus, enfin, moi, il faut savoir que je travaille pas en structure. Je travaille, en fait, ce qu'on appelle en libéral. Donc, en fait, j'interviens auprès de la personne, je vais dans son lieu de vie. Donc, Mmh. je suis en lien direct, avec la famille si elle vit avec sa famille, ce qui est en général le cas. Et donc, effectivement, là, c'est vraiment un travail de partenariat qu'on va mettre en place, où on travaille ensemble sur les objectifs et qu'est-ce qu'on va mettre en place, d'un commun accord en fait, et puis en intelligence collective puisque, ben, la famille a des idées et des connaissances que je n'ai pas forcément sur la personne, et vice versa. Mmh. Et donc aujourd'hui, nous, notre épisode, on l'adresse vraiment aux professionnels de la santé, du secteur social et médico-social, comme toi. Et donc j'imagine qu'à travers ton expérience, tu as pu voir un petit peu, rencontrer certaines difficultés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les difficultés que les professionnels de ce secteur-là, enfin de ces secteurs-là, rencontrent? Et après on verra un petit peu les solutions que nous que tu peux leur proposer à travers l'Ayurveda, ou en fait toi, ton expérience, comment tu l'as transformée un peu grâce à l'Ayurveda. Donc quelles sont les difficultés déjà des professionnels? Alors, bah, il y en a plusieurs bien sûr. On va dire que ce qu'il peut y avoir déjà, c'est la difficulté peut-être au niveau de la communication. Donc sachant que quand on travaille avec des personnes qui ont des troubles autistiques, également les personnes qui ont des maladies dégénératives par exemple. J'ai exercé pendant un an et demi avec des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer, et puis d'autres types de handicap, hein. Quand on touche du handicap, surtout psychique, on peut avoir aussi des difficultés de communication. Et du coup, là, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que, bah, si on n'a pas une communication fluide, on a des problèmes relationnels, on a des difficultés à savoir ce que la personne a besoin, des difficultés aussi en lien, la personne avec la famille. Et puis on est un peu perdu, en fait, quand on est professionnel, quand on ne peut pas communiquer, de façon fluide avec quelqu'un pour déceler ses besoins, pour déceler ses envies, pour déceler, le retour qu'elles ont par rapport à notre pratique. Parce que nous, donc on propose des actions, mais si la personne ne fait pas de retour, au niveau de communication, c'est compliqué de savoir si on va dans le bon sens. Mmh. Déjà, il peut y avoir, voilà, des difficultés par rapport à ça. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Ça peut être même parfois anxiogène, hein, comme situation. Après, il y a des difficultés, de l'ordre des prises en charge. Donc, en fait, quand on est en établissement, par exemple, on peut être assez saturé. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une 20 ou trentaine d'années, on avait un éducateur pour 2 ou 3 enfants. Aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus avec une sorte de pression à être un éducateur pour 5, 6, 7 enfants. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pesant au quotidien parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a envie de bien faire, on a envie de mettre en place des choses pour que ça avance, mais quand on est seul avec autant de personnes, c'est compliqué. Et puis c'est compliqué, j'imagine autant pour l'éducateur que pour la personne concernée. Ça crée aussi des difficultés au niveau du public, en question? Ah, complètement, oui, 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 je pense que c'est une réelle souffrance aujourd'hui dans beaucoup de structures, malheureusement, oui. OK. Ouais, ce Et manque de disponibilité quoi, qui est bah, ressenti ouais, du coup au niveau de Oui. ouais, ouais. Et du coup, pour faire le lien avec l'Ayurveda, comment toi, dans ton parcours d'éducatrice, tu as pu intégrer l'Ayurveda et comment tu penses que ça pourrait soutenir ce travail social? Alors, il y a plusieurs, possibilités. De toute façon, pour moi, en fait, c'est déjà intéressant de se pencher sur l'ayurveda d'une façon globale au départ, en tant qu'accompagnant. Parce que je pense que chaque personne va s'approprier des choses différentes de l'ayurveda, un petit peu comme on le fait en tant que praticien, hein. On va développer plus ou moins telle ou telle, pratique avec, l'expérience. Bah, pour le travailleur social, ça va être pareil. Mais si je peux vous donner mon témoignage pour que ça donne des idées plus précises.
Bien sûr, c'est le but. Voilà. En fait, il y a déjà, pour moi, la base, c'est l'hygiène personnelle, en fait. Parce que justement, si on veut pouvoir, être, un accompagnant, que ce soit éducateur ou bien infirmier ou bien soignant, peu importe, disponible, il faut absolument qu'on prenne soin de nous. Parce Mmh. que ce sont des métiers qui sont quand même, qui demandent de la disponibilité, qui demandent de l'écoute, qui demandent un certain positionnement, on va dire, avec un certain retrait par moment, parce que si on est trop impliqué, on n'est plus capable de faire correctement notre métier. On a vraiment besoin de prendre soin de nous, en fait. Ça, Mmh. je pense que c'est essentiel avec le recul que j'ai aujourd'hui. Et ça, effectivement, l'Ayurveda, c'est quelque chose qui est, c'est un outil magnifique pour prendre soin de nous, à la fois d'une façon, simple, puisque, ben, on le sait, on n'a pas besoin de, voilà, de faire des choses extraordinaires. En Ayurveda, c'est des petites choses qu'on va mettre en place au quotidien qui vont faire qu'on aura une amélioration. Et donc, c'est le fait de prendre soin de soi comme ça va permettre déjà d'avoir une meilleure posture, Mmh. d'avoir plus de recul, d'avoir plus d'énergie aussi, parce que bah, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Et puis, on arrive un petit peu aussi à la position que j'aime bien dire. En fait, quand on est soignant, quand on est accompagnant, je pense qu'il est important d'avoir comme ressource notre intuition. Mmh. Et en fait, bah, vous le savez puisque vous êtes praticienne, quand on pratique l'Ayurveda, on a plus facilement accès aussi à notre intelligence intérieure, notre intuition, enfin peu importe comment on l'appelle, et qui est pour moi, une ressource, vraiment très importante dans ce métier-là, d'accompagnant. Mmh. Et Oui, ensuite, c'est quelque chose où pour l'instant, il y avait peut-être pas trop de place de laisser, à cette intuition, que ce soit parce que, bon, bah, il y a des cadres aussi, j'imagine, légaux, au niveau du secteur, social, mais aussi parce qu'il y a peut-être pas trop d'ouverture pour l'instant, vers ces pratiques-là. Donc, toi, tu as réussi quand même à le faire, comprendre et passer auprès des personnes que tu accompagnes? Ah bah, en fait, au départ, j'ai pas forcément parlé de ça, parce que, effectivement, c'est pas forcément évident, en France à l'heure actuelle de parler de ce genre de pratique, ouvertement, dans ce milieu-là. Sachant qu'il y a de plus en plus d'ouverture quand même, parce que je crois savoir que dans certaines écoles d'éducateurs, ils commencent à intégrer du travail corporel, du yoga, donc Ouais, je pense qu'il y a super. déjà une ouverture qui commence à se faire. Et ensuite parce que, bah, en fait, concernant uniquement la partie personnelle, personne n'a besoin de savoir ce que vous faites chez vous, en fait, tout Oui, bien simplement. sûr. Donc déjà, c'est vrai que ceux qui ont peur, par exemple, qui ont envie de passer le cap, mais qui ont peur, déjà, ben, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de commencer, chez soi à avoir des pratiques si ça voilà, si ça nous intéresse, si ça vous attire et cetera. Parce que ça, personne n'a forcément à le savoir. Vous n'avez pas besoin d'en parler, vous pouvez le garder pour vous et voir déjà ce que ça suscite en vous. Après, effectivement, quand on aborde la deuxième partie qui est liée à l'accompagnement de la personne avec l'Ayurveda, ça peut être un peu plus compliqué, mais pas forcément. En fait, on peut mettre en place des choses sans parler directement au départ d'Ayurveda. Mmh. De pas se bloquer, sur le mot Ayurveda, même si on pratique en fait, des conseils qui sont en lien avec l'Ayurveda, des préceptes, si on a peur que la famille ou la structure soit, gênée ou bloquée, on n'est pas obligé d'utiliser ce Ouais. terme. On peut simplement commencer à mettre en place des actions, et puis lorsque les personnes verront qu'il y a des bienfaits, à ce moment-là, leur dire ce qu'on utilise comme méthode Mmh. pour, commencer un petit peu à semer des graines et ouvrir, des portes. En tout cas, c'est mon expérience. Au début, je disais rien du tout parce que j'avais peur que, bah, qu'on rejette et cetera. Et puis, quand j'ai vu que les personnes me faisaient confiance au bout d'un certain nombre de mois, qu'il y avait, voilà, des résultats qui étaient probants, bah, du coup, j'ai commencé à parler, petit à petit de l'Ayurveda. Mmh. OK. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, de le savoir et de voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'être là aujourd'hui. C'est pour transmettre ça et dire, «Ne nous arrêtons pas et et passons le cap, Mmh. quoi». Bah, bien sûr. Alors quand tu parles justement d'accompagnement de la personne avec l'Ayurveda, qu'est-ce que ça comprend? Tu nous as beaucoup parlé d'approche corporelle quand on a préparé cet épisode. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, moi, mon expérience, elle est surtout axée sur des personnes qui n'ont pas vraiment accès à une communication fluide. Mmh. On va dire la communication orale classique.
parce que la communication n'implique pas que des mots, bien loin de là. En fait, on a tout l'aspect du corps, la communication non verbale et c'est là où j'ai commencé en fait à m'intéresser, à faire le lien entre l'Ayurveda et mon métier d'accompagnante. C'est qu'est-ce que le corps dit en fait et comment est-ce que moi je peux utiliser aussi bien mon corps que le corps de la personne pour comprendre ce qui se passe et pour lui amener peut-être plus d'apaisement, de bien-être, et cetera. Mmh. Donc, prenons l'exemple de la maladie d'Alzheimer. La façon dont moi j'ai travaillé, c'était, déjà mettre en place des petits ateliers avec la personne qui sont, des petits ateliers de massage, on va dire, très simples. Donc la maladie d'Alzheimer touche, beaucoup le système nerveux et donc on sait que, les massages peuvent avoir une action très intéressante au niveau du système nerveux, hein. Donc là, on peut parler de troubles Vata, par exemple, mais même sans aller jusque dans les doshas, on peut simplement parler du système nerveux. On sait aussi que dans les mains, on a énormément de capteurs nerveux qui sont visibles au niveau, de l'imagerie cérébrale et que donc en massant les mains, en massant les pieds et le visage, par exemple, on peut déjà arriver à avoir un apaisement, à avoir, voilà, une ouverture sur du long terme, hein. Ça ne se fait pas en 2 séances, mais Mmh. en pratiquant des séances régulièrement où la personne, on sent qu'elle commence à être peut-être un peu plus ouverte, voilà, à être un petit peu plus communicative, à avoir le visage qui se détend et cetera et cetera. Parce que c'est une maladie très anxiogène selon les stades de la maladie. Mmh. Le visage se ferme, les mains se crispent. Donc tout ça, c'est, voilà, essayer d'apporter un peu de douceur et d'ouverture dans ces moments-là, par exemple. Ouais, puis je pense que c'est valable pour, beaucoup en fait de troubles, hein, tu as parlé du trouble autistique et puis de la maladie d'Alzheimer, mais je pense que c'est valable. Est-ce que tu l'as, testé cette approche corporelle sur différents types de publics? Alors sur donc les personnes, voilà, à maladie d'Alzheimer, autisme, sur des enfants qui ont des troubles de l'attention, hyperactivité, Ouais. hypersensibilité, voilà, c'est principalement ce que j'ai expérimenté et à chaque fois effectivement, que ce soit les parents ou la personne en elle-même, constate qu'il y a, des bienfaits énormes sur la façon dont la personne se sent aussi dans son corps. Parce qu'il Mmh. y a cette notion-là dans tous ces troubles et même, j'irais jusqu'à dire, dans beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans notre, mode d'éducation et de vie, on a perdu cette connexion à notre corps. On est, Mmh. voilà, on a une coupure en fait entre notre esprit et notre corps et les massages, les pressions, le côté corporel va ramener notre esprit dans notre corps et automatiquement déjà il y a un début de détente, un début il y a quelque chose qui se déclenche en fait, qui est vraiment intéressant. Mmh. Et du Formidable. coup, c'est des massages que tu proposes, à ces personnes-là ou tu leur montres aussi comment s'auto-masser? Ou, les 2 du coup? Comment tu Ça pratiques? dépend du niveau de la personne entre guillemets. Quand je dis niveau, c'est pas du tout, péjoratif, c'est simplement que en fait, en fonction de sa capacité de compréhension, effectivement, elle peut ou non avoir accès à ça. Mais moi, en fait, dans la mesure où la personne pour moi, en tant qu'éducatrice, c'est très important de pouvoir apporter des outils qui permettent effectivement d'être plus autonome. Donc oui, si la personne peut se masser, je suis la première à l'encourager, et à pouvoir la guider, à ça. Mais effectivement, c'est pas toujours le cas en fonction de la personne et du niveau de sa maladie, quoi. OK, et est-ce qu'il y a d'autres outils que tu as mis en place, d'autres outils de l'Ayurveda outre, l'approche corporelle? Oui, alors, tout ce qui va être lié un peu aux saisons, au régime alimentaire. Mmh. Donc, c'est pareil en fait, au niveau de certains troubles comme, ceux que j'ai évoqués, il peut y avoir un besoin au niveau comment dire? Des nutriments et des apports. Il peut y avoir des besoins plus importants qu'une personne, lambda et puis surtout, ciblés. On sait qu'en Ayurveda, par exemple, quand on a un trouble Vata, on va plutôt consommer tel type d'aliments, plus souvent, consommer plus par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, des matières grasses, des bonnes matières grasses, des plats qui sont un peu consistants, des oléagineux et cetera. Donc ça, j'ai essayé en fait, de l'intégrer, comme je pouvais parce que c'est pas toujours évident de Mmh. changer le régime alimentaire des personnes. Mais voilà, ça a été des propositions que j'ai pu faire et qui ont pu être intéressantes. Surtout qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de médecins et d'ouvrages qui sortent et qui corroborent en fait entre l'Ayurveda et la médecine, d'aujourd'hui, qui sont en lien en fait, qui expliquent bien que les oméga 3, les matières grasses et cetera peuvent être très, très importantes
quand on a bien des sûr. troubles nerveux, les troubles de la maladie d'Alzheimer, etc. Donc ça, c'est bien. J'essaie de me renseigner toujours sur voilà, les derniers articles scientifiques, etc., pour pouvoir ensuite dire aux familles, ben, voilà, moi, je sais que l'Ayurveda dit ça, mais regardez, c'est confirmé par telle et telle étude. Donc, essayez de toute façon, enfin, dans ce genre de cas, il n'y a pas de Ça fait risque pas à de mal. essayer. Mmh. Et après, il peut y avoir tout ce qui est donc activité dans la journée, parce que donc moi, je peux proposer aussi des activités. Voilà, il n'y a pas que des massages, il peut y avoir d'autres activités, des sorties, etc. Et donc, à ce moment-là, j'essaye de me caler sur ce que je sais des saisons par rapport à l'Ayurveda et ce que je sais aussi du profil de la personne, parce qu'en général, j'ai quand même, au bout de plusieurs semaines ou mois que je travaille avec elle, j'ai quand même une idée de son profil au niveau des Ouais, doshas. Et donc, j'essaye ben, de caler ce que je sais de l'Ayurveda et ce que je sais de la personne dans des petites choses. Voilà, proposer un chai en hiver, enfin, des petits aménagements ou proposer, si par exemple la personne a plus un profil CAFA, lui proposer dans l'après-midi des activités un peu stimulantes, voilà, des choses comme ça. OK. Et est-ce que tu leur proposes aussi, un protocole de dinacharya, une hygiène de vie, un rituel ayurvédique? Alors ça, j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça serait un de mes projets. J'en ai parlé avec ma sœur qui a un enfant qui a un handicap et qui essaye de mettre en place le matin, de réveiller son fils avec une petite routine, une musique, et Ouais. cetera. Donc ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais beaucoup, beaucoup développer, dans le futur, et on m'a proposé d'intervenir dans des écoles, pour parler de ça, donc ouais, j'espère que Hyper ça va. intéressant. Ouais, c'est super. Ouais. Tout le monde Génial. veut que tu nous partages, les Ouais. bons outils. Et du coup, bah, toujours dans cette démarche de partager et diffuser un peu, suite à ton expérience, tout ce que tu as pu, tirer de bien, de l'ayurveda dans le secteur social et médico-social, tu as mis en place ou tu es en train de mettre en place, enfin, en tout cas, tu la finalises pour la mettre, de façon plus digitale, une formation, qui est à destination, du coup, des professionnels du secteur social et médico-social. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette formation? Donc c'est pour intervenir à domicile de façon efficace et bienveillante. C'est ça? Oui, tout à fait. En fait, bah, je me suis aperçue que, j'étais pas la seule, bien sûr, à être en difficulté dans certaines situations. C'est vraiment quelque chose qui est palpable et j'ai pu échanger avec d'autres professionnels, que ce soit des infirmières ou des personnes, ne serait-ce qu'aussi, tout ce qui est les accompagnements plus global d'aide à domicile. Et donc je me suis dit que c'était vraiment, le moment pour moi de commencer à transmettre, parce que ça fait maintenant quelques années que je pratique ça, que j'ai eu des retours positifs, que ce soit des familles ou des personnes que j'accompagne. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage, que ce soit pas plus connu, plus utilisé dans nos métiers. Donc j'ai essayé en fait de faire un petit peu comment dire? Un guide où j'explique, tout ce qu'on peut mettre en place, voilà, que ce soit au niveau de l'hygiène personnelle ou bien au niveau, du rapport qu'on a, et de ce qu'on peut mettre en place, avec la personne qu'on accompagne. Un peu comme je vous l'ai expliqué, donc que ce soit au niveau corporel, au niveau hygiène de vie, au niveau activité. Voilà, des outils simples et pratiques, hein. Il ne s'agit pas de faire des choses, qui soient très, très compliquées, mais de comprendre aussi le sens, en fait, de l'ayurveda. Quel est l'essence et quel est le mode de réflexion qu'on a en ayurveda, qu'on peut ensuite appliquer, quand on a un regard, éducatif ou, d'accompagnant, en fait. Mmh. Et est-ce que cette formation, elle s'adresse, aux professionnels libéraux ou bien aussi, qui sont dans des structures d'éducation? Mais le but, c'est que ça s'ouvre, au plus de personnes possible. Je peux créer en fait, j'ai des modules qui sont différents, donc je peux, un petit peu, tu vois, changer, moduler en fonction des besoins et mon but, moi, c'est vraiment de toucher aussi bien des libéraux que des structures, oui. Parce que je sais qu'en OK. structure, il y a aussi des besoins. Super. Eh bien, écoute, on arrive donc à la fin de cet épisode, Marie-Ève. On a quelques questions rituelles pour toi. La première, quel est ton rituel préféré, ton rituel quotidien préféré? Ah, c'est difficile de répondre à cette question parce que j'en ai plusieurs et je les aime tous les uns que les autres. Mais on va dire que, assez récemment, enfin depuis quelques mois, j'ai commencé à pratiquer les mantras. Et donc, c'est vrai que en fait, j'avais une routine du matin depuis plusieurs années qui fonctionnait et du coup, ça, c'est en place et il y avait pas de souci, mais j'arrivais pas à trouver une routine du soir.
quand je rentrais, tout ça, j'avais du mal. Et d'avoir intégré les mantras le soir, ça m'a permis d'avoir, cette routine. Et j'avoue que, c'est un rendez-vous avec moi-même que j'adore, pendant une demi heure, trois quarts d'heure, chanter ces mantras, c'est, vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Surtout, par moments en cette période, d'hiver qui est pas toujours évidente avec tout ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me fait vraiment beaucoup de bien. Ça amène du soleil et de la chaleur, dans sa maison C'est ça, intérieure aussi. oui. Quels sont tes projets pour, les mois à venir? Alors j'en ai plein. Donc déjà j'ai des ateliers, au sein d'une boutique de producteurs à Saint-Cana. Donc des ateliers en lien avec l'Ayurveda qui sont ouverts à tout le monde et qui permettent de découvrir l'Ayurveda, voilà, d'une façon ludique et théorie pratique, on va dire. J'ai des ateliers en ligne aussi qui sont, de temps en temps, publiés, sur ma page et donc il y a des ateliers cuisine en ligne, des ateliers sur des thèmes, en lien avec l'Ayurveda. J'ai cette formation, dont on a parlé, tout à l'heure et puis je suis aussi apprentie, Yotichi puisque, j'ai suivi la formation de Raphaël Calef Ah super! sur le Yotiche et donc je commence à m'entraîner, voilà, à faire, des thèmes, donc de ce qu'il appelle d'Ayur Yotish, où on mêle l'Ayurveda et le Yotish pour accompagner la personne d'une façon un petit peu plus, approfondie. Donc voilà tous mes projets pour les mois à venir. Génial. Pour les auditeurs peut-être qui connaissent pas le Jyotish, on avait fait un épisode là-dessus, je crois que c'est le numéro 29 29, ouais, avec Raphaël Kalef, donc c'est l'astrologie, védique. tout à fait. Passionnant, passionnant, super. OK. Concernant, ta formation, pour revenir dessus, donc elle est disponible en présentiel. Les personnes peuvent te contacter pour obtenir un devis et les modalités, de cette formation Oui. et tu travailles également à peut-être la mettre à disposition en ligne pour pouvoir toucher, toutes les personnes, qui souhaiteraient la faire, au niveau national, voire, international. Hem, Comment ça se passe du coup et où tu en es dans ce développement de formation en ligne? Alors en fait, oui, il y a le fait que ça puisse toucher, plusieurs, départements, voire même outre-mer, tout ça. Et puis il y a aussi le fait malheureusement qu'avec le covid, il y a, une difficulté de proposer des accompagnements en présentiel dans les structures. Parce qu'il y a des personnes, qui sont à risque, enfin voilà, il faut une certaine protection, on va dire. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je commence à envisager la formation en ligne. En fait, je suis en train de transférer, d'essayer d'adapter parce qu'on ne peut pas faire les mêmes, exactement le même programme en présentiel et en ligne. Donc il faut que j'adapte en fait, voilà les exercices et les contenus, pour que ce soit disponible en ligne. Donc voilà, ça c'est en cours et ce sera, je pense, opérationnel, peut-être d'ici 2 3 mois environ, le temps que j'arrive à bien tout, compiler. Super. Alors du coup, on n'hésitera pas, à inviter nos auditeurs à te contacter, pour, connaître un peu plus les modalités et on les informera évidemment de la sortie de cette formation en ligne. Tu nous as fait le plaisir d'offrir à nos auditeurs un code promo pour cette formation, donc qui est podcast Ayurveda. Donc on mettra tout ça dans les notes de l'épisode et merci Oui. Marie-Ève. Merci à vous. OK, dernière question Marie-Ève de cette, interview, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Mmh. Ça va paraître peut-être, bateau, mais j'ai envie simplement de remercier la vie, en fait, parce que je trouve que j'ai une vie extraordinaire, dans le sens où, je vais avoir 36 ans, mais j'ai l'impression d'avoir vécu tellement de choses, heu, enrichissantes et parfois très difficiles parce que, oui, il y a eu des moments, très difficiles, assez jeune d'ailleurs. Voilà, j'ai aussi moi-même un handicap donc on va dire que je suis passée par des moments un peu compliqués. Mais justement, et j'aime bien parce que Raphaël le dit ça aussi, quand on a une vie trop facile, notre âme, elle est pas assez, stimulée, quoi. Il y a quelque chose de voilà. Donc en fait, je remercie la vie, voilà, les expériences, les épreuves et il y a eu plein de moments où j'étais vraiment pas bien. Mais depuis que j'ai, l'Ayurveda dans ma vie, j'ai une gratitude, même quand il m'arrive des choses dures, je vois plus du tout les choses de la même façon.
c'est un véritable cadeau, en fait, d'avoir rencontré l'Ayurveda et aussi, du coup, de rencontrer des personnes, magnifiques par le biais de l'Ayurveda, hein, des gens qui ont une ouverture, qui ont, un soleil intérieur, vraiment, c'est magique, quoi. Donc voilà, la vie et les épreuves, en fait, tout simplement. Eh bien, nous, on va te remercier, toi, Marie-Ève, déjà pour nous avoir proposé ce sujet qui est, je trouve, hyper intéressant et ça nous donne, encore une, nouvelle perspective, des des possibilités, qu'il existe en Ayurveda. Donc, vraiment merci beaucoup à toi de nous avoir proposé ce sujet et puis d'avoir participé, à faire connaître l'Ayurveda et à développer tout ça avec nous. Un grand merci. Merci à vous pour votre écoute, pour votre ouverture et votre enthousiasme. Ça fait plaisir de voir que, voilà, ce qu'on a envie de mettre en place et de transmettre, c'est super bien accueilli. Super. Eh ben, merci beaucoup Marie-Ève et puis à tout bientôt. Tiens-nous bien au courant du développement de tes activités et puis on tiendra aussi nos auditeurs au courant pour, ta belle formation. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Marie-Ève. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!